Bon, c'est vrai que pour moi, c'est toujours le problème du temps. C'est assez vertigineux, c'est-à-dire que j'ai connu Kubrick en 68, après avoir manifesté dans les rues, mais aussi découvert l'Odyssée de l'espace. J'ai commencé à établir des contacts avec lui en 68, et il est mort en 99, donc ça a été 30 ans, un peu de rapports avec lui, qui n'étaient pas des rapports d'amitié. Kubrick n'avait, à mon avis, pas d'amis, mais il avait des enfants qu'il aimait beaucoup et une femme qu'il aimait beaucoup et son travail qu'il aimait beaucoup. C'était un peu ça que se réduisait sa vie, ce qui fait beaucoup de choses déjà. Mais je l'avais découvert bien auparavant, quand j'avais 17 ans et que j'ai vu pour la première fois, ou même 18 ans, quand j'ai vu pour la première fois l'Ultime Razzia, The Killing, son film, son polar, qui est son premier véritable film, puisqu'il avait auparavant fait 2 essais qui ne l'ont jamais satisfait. Fear and Desire, le premier, c'était un film de guerre tourné dans un terrain vague et qu'il avait toujours renié, qu'il refusait même de montrer à personne, et c'était le cas, sauf qu'après sa mort, évidemment, il y a eu des fuites. Et puis le deuxième, qui est Le baiser du tueur, tourné dans les rues de New York. Et ce qui est déjà assez passionnant de voir, c'est que les 2 premiers films, il les a écrits, c'était des scénarios originaux, et Kubrick était très très critique. C'était un homme qui recherchait la vérité, j'en reparlerai, qui ne voulait pas de faux-semblants, qui ne voulait pas se tromper sur le monde et sur lui-même. Et il s'est rendu compte qu'il n'avait pas de talent pour créer des histoires originales. Et il a donc adapté ensuite toute sa vie des livres. Pratiquement tous, oui, pas pratiquement, tous ces films, les 11 films suivants, ont tous été des adaptations de romans écrites soit par lui tout seul, comme à Barry Lyndon et Orange Mécanique, qui sont les 2 scénarios qu'il a adaptés, les 2 romans qu'il a adaptés, mais tout seul, ou alors en s'aidant avec d'autres scénaristes. Ça m'amène d'ailleurs à parler d'un autre cinéaste dont on fête le 100e anniversaire de sa naissance, Orson Welles, parce qu'il me semble que ce sont 2 cinéastes qui sont très intéressants à mettre en parallèle. D'abord, il y a des choses très frappantes. Ils sont morts tous les 2 à 70 ans. Ils ont tous les 2 réalisé 13 films. Ils ont tous les 2 été des symboles, presque des totems pour les cinéastes américains, et pas seulement américains, mais en particulier américains, qui les ont pris comme référence majeure. Wells dans les années 40 puis 50, et Kubrick dans les années 60 et 70, c'est-à-dire des cinéastes qui étaient arrivés à fasciner totalement non seulement le public, mais aussi les grands autres cinéastes, les jeunes cinéastes, comme une référence. Et en même temps, c'est exactement l'inverse. Leur parcours est exactement inverse. C'est-à-dire que Orson Welles a débuté avec tout à sa disposition, puisqu'à 25 ans, il avait carte blanche, final cut, comme on dit, montage à sa disposition. À l'époque, en 41, où Hollywood était totalement dominé par les patrons des studios, donc il avait une carte blanche inimaginable, qui d'ailleurs a entraîné des jalousies pas possibles dans tout le milieu du cinéma, puisque à 25 ans, avoir carte blanche pour choisir ce que l'on veut comme comédien et ensuite pouvoir avoir le montage que vous désirez. Personne n'avait ce pouvoir à Hollywood. Et ce blanc-bec qui arrivait de New York, metteur en scène de théâtre, homme de radio, obtenait ce que personne n'avait obtenu. Et à la fin de sa vie, il ne travaillait qu'avec des bouts de ficelle, incapable de terminer un film, incapable de trouver de l'argent, ou en tout cas suffisamment d'argent. Alors que Kubrick débute avec rien du tout, c'est-à-dire Fear and Desire, il fait la photo, il fait le montage, il fait le scénario, il fait la mise en scène. Bon, à part Chaplin, contrairement à Chaplin, il ne jouait pas dans ses films, mais en tout cas, il faisait tout. C'était un film d'amateur. Et à la fin de sa vie, dans tous les grands films qu'il a fait, à partir on peut dire, de Lolita, en 1961, donc pendant 40 ans, il va faire ce qu'il veut exactement, avec les budgets qu'il veut, avec la confiance des grandes compagnies, en particulier Warner, avec lequel il a travaillé depuis Orange Mécanique jusqu'à Eyes Wide Shut. Et donc c'est vraiment fascinant, ce double parcours exactement opposé. Wells, à la fin de sa vie, a laissé, et d'ailleurs la Cinémathèque française fait un hommage à partir, je crois, d'aujourd'hui, avec tous les morceaux de films qu'il a laissés, puisqu'on peut dire que la fin de Citizen Kane, c'est presque la vie d'Orson Welles qui est déjà là,
la mort de Kane, on voit des caisses et des caisses et des caisses emmagasinées dans son palais qui ressemblent vraiment à toutes les bobines de films inachevés, scénarios, extraits de films, émissions de télévision, etc., entretiens qu'il a accumulés et qui n'ont jamais vu le jour, qui n'ont jamais été distribués, qui n'ont jamais été terminés. Donc c'est presque toute sa vie qu'on voit à travers celle de Kane, alors qu'au contraire, Kubrick n'a rien laissé. Si, il a laissé des photos, etc., mais qu'il avait déjà publié quand il était photographe. Mais par exemple, il a coupé 20 minutes dans l'Odyssée de l'espace après la première présentation du film à Washington, mais on n'a jamais vu ces 20 minutes et on ne les verra sans doute jamais. Il avait également tourné 5 minutes à la fin de Shining, qui ont été montrés au public pendant 5 jours, et au bout de 5 jours, il a retiré ces 5 minutes, et il a changé la fin de son film, il a abrégé. Donc, pratiquement, rien de ce qu'a tourné Kubrick n'est resté, sauf ce qu'il a vraiment, effectivement, utilisé pour son œuvre achevée et distribuée. Donc déjà, c'est une conception complètement opposée. Et évidemment, la force de Kubrick, et ce qui a fasciné d'ailleurs les gens comme Scorsese, comme Coppola, comme tous les jeunes cinéastes américains au début des années 70, ce qui a fasciné dans le cas de Kubrick, c'était le fait qu'il n'était pas seulement un grand savetier, si on suit la fable de La Fontaine, mais il était aussi un grand financier. C'est-à-dire il était à la fois savetier et financier. Il savait que si on voulait que les chaussures soient vraiment bien faites et qu'elles vous aillent, il fallait contrôler la carrière économique du film. Ce souci du contrôle lui assurait effectivement l'intégrité de ses films. Parce que s'il n'avait pas eu le Final Cut, n'importe qui pouvait intervenir sur ces films. S'il n'avait pas le choix de l'affiche, le choix des cabines de projection, le choix des salles d'arrêt d'essai, ou pas seulement d'arrêt d'essai, les salles tout simplement qui allaient projeter son film, tout l'effort qu'il avait fait pendant 4 ou 5 ans aurait pu être bousillé par une mauvaise projection, par un mauvais tirage des copies, etc. Donc, de là est venue la légende d'un Kubrick obsessionnel, monomaniaque, ressemblant un peu à Jack Nicholson dans Shining, enfermé dans une maison, puisqu'il avait un manoir de 80 pièces, où il élevait ses 3 enfants, enfin 2 qui étaient de lui. La première, la plus âgée, était la fille d'un premier mariage de Christiane Kubrick, son épouse, qu'il a rencontrée en 1957, comme actrice à la fin des Sentiers de la Gloire. C'est elle qui chante, la jeune chanteuse allemande qui chante pour les soldats français un chant. Voilà. Donc elle est restée vivre avec lui tout le reste de sa vie, c'est-à-dire l'essentiel de sa vie. Il a eu 2 épouses auparavant avec des mariages extrêmement courts. Mais dans ce manoir, à Chidwick-Bury, précédé par un autre manoir avant, mais moins grand, il n'y avait que 40 pièces, dans ces 80 pièces, il y avait absolument tout pour faire des films, c'est-à-dire non pas un studio de tournage, mais il y avait les salles de montage, il y avait les salles de projection, il y avait des archives, il y avait aussi la salle à manger, il y avait la cuisine, etc. Il y avait tout. Sa femme était peintre. Elle le peignait des tableaux bucoliques, des fleurs, des paysages reposants. Et lui filmait l'après-midi des cauchemars, qui étaient ses films noirs, etc. Et le soir, il rentrait chez lui, il avait ses enfants, il avait sa femme qui lui montrait ses nénuphars, qui lui montrait ses prairies, etc. C'est-à-dire une vision ensoleillée qui contrastait complètement avec la vision très sombre qu'il avait de l'humanité. Et Kubrick n'était pas du tout ce qu'on a pu croire. Enfin, moi, ce qu'on a pu écrire, j'ai pu le constater, non pas que je le fréquentais, encore une fois, mais je parlais avec lui souvent au téléphone et je suis allé le voir chez lui. Il avait une vie extrêmement normale, sauf que, évidemment, pour la majorité des journalistes, refuser de passer à la télévision est un signe d'anormalité absolue. C'est-à-dire qu'on se dit comment ce type refuse de passer à la télévision, mais il est complètement dingue, c'est un dingo.
alors que Kubrick n'avait aucune envie de passer à la télévision parce que il aimait pas il aimait pas donner des interviews, il aimait pas parler aux gens, enfin aux journalistes, aux critiques professionnels. Il le faisait très peu, et donc il se consacrait essentiellement à... C'était un grand intellectuel. Je pense que si Kubrick avait été au Moyen-Âge, il aurait été, sûrement, il aurait lu le Talmud, il aurait cherché la formule de l'or, il aurait été en train de faire des expériences kabbalistiques, il aurait été un rabbin connu dans toute l'Europe de l'Est. Voilà, c'est comme ça. Kubrick, c'était vraiment un intellectuel qui passait son temps à lire, qui passait son temps à chercher, qui rencontrait des gens chez lui le soir. Il faisait des dîners où il invitait un prix Nobel de physique, un général, le directeur de la CIA, Roman Polanski, Steven Spielberg, pour parler de caméra, pour parler d'objectifs, etc. Il rencontrait Joseph Mankiewicz, qui habitait pas loin de chez lui. Enfin, quand il était en Angleterre, quand Mankiewicz tournait Le Limier. Voilà, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui avait... Mais il y avait toujours un but à ces soirées, à ces dîners, c'était toujours de rencontrer des gens et d'extraire d'eux des tas de choses qui le servaient, qui le nourrissaient. Il rencontrait des grands écrivains, des philosophes, etc. Donc c'était ça sa vie. Je dis pas qu'il avait une vie mondaine importante, mais c'est pas du tout l'ours qui ne voyait personne. Mais c'est vrai qu'il avait une peur de la foule. Ken Adams, son décorateur, m'a raconté que la dernière conférence de presse qu'il a donnée pour un petit groupe de journalistes dans un hôtel de Londres où il venait de 60 km, il habitait une soixantaine de kilomètres de Londres, il est venu en voiture et il s'est arrêté 3 fois sur la route pour vomir avant d'avoir à affronter 7 ou 8 journalistes qui allaient lui poser des questions sur Orange Mécanique, et ensuite il n'a plus jamais fait ce genre de choses. Il rencontrait un journaliste un par un et il en rencontrait très peu. J'ai eu le privilège de le rencontrer plusieurs fois, mais il n'aimait pas du tout cela, et c'est dire à quel point c'était un homme qui n'aimait pas du tout s'expliquer, en particulier sur ses films. Je crois parce que, bien que c'était un intellectuel et bien que c'était un homme très intelligent, j'ai fait plusieurs entretiens avec lui qui sont tous extrêmement passionnants. C'est un homme qui savait très bien parler, mais néanmoins, il devait sentir que le verbal était inférieur au visuel, que son génie, je ne pense pas qu'il n'a jamais parlé de génie en parlant de lui-même, mais je pense qu'il considérait que ce qu'il mettait sur l'écran était d'une polysémie, d'une complexité, d'une lecture extrêmement variée, complexe, suivant les individus, et que toute explication, toute réduction de ces œuvres à des formulations en mots allait en réduire l'impact. Sans se comparer à Léonard de Vinci, il disait que si la Joconde, Léonard de Vinci avait écrit en dessous de la Joconde « Elle sourit parce que cet après-midi elle a trompé son mari », ça réduirait considérablement l'intérêt du tableau qui justement se prête à une lecture extrêmement variée. Donc de l'Odyssée de l'espace, il ne fallait pas compter sur lui pour nous dire ce que voulait dire la chambre Louis XVI dans laquelle se retrouve le cosmonaute à la fin du film. Il préférait laisser au spectateur l'interprétation. D'ailleurs, il ne lisait pas non plus beaucoup les critiques. J'ai eu la chance qu'il avait lu un grand article de moi sur Positif, qui était, je crois, le premier grand article en France en 68, qui parlait de l'ensemble de ses films et qui essayait de retrouver le fil rouge les fils rouges qui parcourent l'œuvre de Kubrick. En tout cas, toujours est-il que j'ai eu la chance d'être retenu par un attaché de presse qui a donné sa démission au bout de 3 semaines. C'était Bertrand Tavernier, qui à l'époque était attaché de presse pour le film de Kubrick et qui en avait tellement marre d'être réveillé à 3 heures du matin par Kubrick qui lui posait des questions sur telle salle de projection ou sur telle affiche, qu'il a rendu son tablier. Il a dit « Écoutez, mon métier, c'est attaché de presse, vous n'allez pas me dire ce que je dois faire à chaque instant. » Mais entre-temps, Bertrand Tavernier avait donné mon nom parmi 4 ou 5 critiques qui pourraient venir l'interviewer à Londres sur Orange Mécanique. Et j'ai eu la chance donc de figurer dans cette première liste. Et il avait certainement eu connaissance, je sais parce que il connaissait déjà Positif, c'est vous dire le degré non, oui, c'est une autre anecdote. En tout cas, toujours est-il qu'il a retenu mon nom et il a fait avec moi cet entretien sur Orange Mécanique que j'ai fait pour l'Express, en publiant une partie d'ailleurs dans Positif. Et je crois que nous avons noué une relation de confiance
pour deux raisons. D'abord parce que je ne l'ai pas trahi et que souvent il donnait des interviews, pas beaucoup, mais il en donnait, et qui étaient sous la promesse que le journaliste lui enverrait la transcription et qu'il pourrait corriger ce qu'il avait dit. Et souvent, les journalistes ne suivaient pas leurs promesses et donc ils s'estimaient trahis parce que ça paraissait imprimé contrairement à ce qu'ils voulaient. Et ça, je ne l'ai jamais fait avec lui. Il était sûr que je lui enverrais, ce qui est normal, la transcription et qu'il ferait les transformations nécessaires. Souvent, d'ailleurs, elles étaient minimes et il les faisait. Et la deuxième raison, c'est que je crois que j'étais un universitaire et pas vraiment un critique. Donc, à cause de cela, il aimait peut-être que j'essayais d'aller un peu plus loin dans l'analyse de ses films. Et donc, il était assez respectueux des universitaires, des essayistes, des gens qui écrivent des livres, etc. Donc, il m'a donné sa confiance. Voilà. Mais je me rappelle que la première fois que j'ai parlé avec lui, je m'excuse de ne pas faire une conférence formelle sur Kubrick, comme vous attendez peut-être, mais de raconter aussi quelques anecdotes, parce que je crois que ça éclaire l'homme. Mais je me rappelle que la première fois que j'ai parlé avec lui, c'était en 68, à la fin de l'année, où je venais de voir l'Odyssée de l'espace, et j'étais à Londres, et évidemment, à l'époque, je n'avais pas encore son numéro de téléphone, donc la Warner m'avait dit, donnez-nous votre hôtel, le numéro de votre hôtel, et il vous appellera à 7h30 demain matin dans votre chambre, pour parler avec vous si vous voulez lui demander des choses. Je voulais lui demander en fait des photogrammes ou des choses, des illustrations. C'était mon seul but à l'époque. C'était pas une question d'entretien. Donc nous avons parlé. J'ai eu la chance qu'à l'époque, j'avais fait des études d'histoire. Je me préparais à faire l'enseignement de l'histoire. Finalement, j'ai fait l'enseignement de l'anglais. Mais j'étais au départ au concours général. J'avais eu un prix en histoire et donc j'aimais beaucoup l'histoire. J'avais été un peu dégoûté de l'histoire par un mauvais professeur en Hippocagne. Mais ça, c'est anecdotique. Toujours est-il que je connaissais bien les problèmes historiques et il préparait Napoléon. Et comme toujours chez Kubrick, il adorait poser des questions plutôt que de répondre à vos questions. Donc ce qui était difficile, c'est qu'il fallait toujours le remettre sur les rails de l'interview que l'on voulait faire. Mais là, c'était pas vraiment un interview, donc c'était beaucoup plus détendu. Donc il m'a demandé si je connaissais bien Napoléon, et j'ai pu lui donner pas mal de renseignements bibliographiques. D'ailleurs, probablement un certain nombre de livres que je lui ai recommandés. Je connaissais les communistes, les marxistes qui avaient parlé de Napoléon, les royalistes qui avaient parlé de Napoléon, les bonapartistes qui avaient parlé de Napoléon. Je lui ai parlé de Tersen, je lui ai parlé de Ludwig, je lui ai parlé de Mathiez, enfin de tas d'historiens de la Révolution et de l'Empire. Et donc, il en prenait note, certainement, et probablement un certain nombre de ses livres se retrouvaient dans la bibliothèque qui a été montrée dans la grande exposition Kubrick qui a fait le tour du monde, où il y avait 500 livres sur Napoléon qu'il avait épluchés avant d'écrire le scénario de Napoléon. Et je me rappelle que j'étais un peu naïf et j'avais pas 30 ans, mais à 30 ans, j'aurais dû tout de même en savoir plus. Mais je lui ai dit, avec pas mal de toupet ou d'insolence, je lui ai dit, mais monsieur Kubrick, pourquoi vous voulez faire encore un film sur Napoléon alors qu'il y en a eu un grand nombre? Pourquoi en faire un de plus? Parce que je comprenais pas à l'époque vraiment comment il fonctionnait. J'avais pas saisi le principe. J'admirais ses films. Et il m'a dit, ah bon, vous trouvez que vous avez vu un seul bon film sur Napoléon? Alors évidemment, comme tout bon cinéphile qui fréquente la Cinémathèque de Toulouse, la Cinémathèque française et les ouvrages généraux sur le cinéma, j'ai dit, bah oui, Napoléon d'Abel Gance. Alors il y a eu un silence. Il m'a dit, parce que vous trouvez vraiment que c'est un très grand film? Alors j'étais un peu liquéfié. Je me suis dit, là c'est la gaffe. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire? Je lui dis, mais oui, ça me semble vraiment un film très important. Il me dit, écoutez, du point de vue technique, c'est un film extraordinaire. Ce qu'a fait Abel Gance en 1923, c'est absolument extraordinaire. Le triple écran, le ballon captif qui s'envole avec la caméra qui filme la bataille de Boule de Neige, tout ça, c'est étonnant. Donc, techniquement, c'est un film complètement en avance sur son temps, mais c'est pas ça le problème. C'est bien sûr, techniquement, c'est formidable, mais vous savez que Napoléon, c'était le plus grand stratège de l'histoire de l'homme, de l'histoire de l'humanité. Depuis Jules César, on n'avait pas eu un aussi grand stratège militaire. Est-ce que vous avez l'impression, quand vous avez vu la fin du film de Abel Gance, que vous aviez compris pourquoi c'était un si grand stratège militaire? Je lui dis, ah non, vraiment, non, pas du tout. Et puis, il me dit, et puis la Révolution française, c'est quand même le plus grand événement du monde moderne. C'est la plus grande révolution qui a eu lieu dans l'Occident.
la Révolution française. Vous avez vu comment il représente la Révolution française avant que Napoléon arrive, avant que Bonaparte arrive? Il y en a un qui est en train de s'épouiller, qui s'enlève des poules dans une baignoire, c'est Marat. Un autre qui est complètement figé comme une momie avec du talc sur la figure, c'est Robespierre. Et le troisième qui est ivre-mort et qui chantonne, c'est Danton. Il dit, vous trouvez que c'est une façon de rendre compte de ce qu'a été la Révolution française? Et donc il m'avait convaincu que finalement le film d'Abel Gance n'était pas aussi grand que je le croyais. Et ça m'a donné la clé de deux choses à propos de Kubrick. C'est-à-dire, premièrement, à chaque fois qu'il faisait un film, il avait envie de faire mieux que tout ce qui avait été fait auparavant. C'est-à-dire qu'il avait un souci de perfection. Pas automatiquement par mépris pour ce qui s'était fait auparavant. C'était un grand cinéphile qui avait fréquenté le musée d'art moderne à New York, qui avait vu tous les classiques, qui avait vu Chaplin, qui avait vu Eisenstein, qui avait vu tous les films, Murnau, Fritz Lang, etc. Non, mais c'était quelqu'un qui pensait qu'on pouvait toujours améliorer, on pouvait toujours faire mieux. Pas seulement dans le détail technique des caméras, des objectifs. Par exemple, pour Barry Lyndon, de faire établir par Zeiss des objectifs qui permettent de filmer les plans à la lumière des chandelles. Non, ça, c'était effectivement un perfectionnement qu'il voulait, mais aussi aller plus loin dans la conception d'un film. Il trouvait que les films de science-fiction, par exemple, jusque-là, on voyait les maquettes, même Metropolis, on voyait... Tandis que là, il a voulu faire le premier film de science-fiction où on a vraiment le sentiment d'être dans l'espace, où vraiment, pour la première fois, on est dans la galaxie, et qu'il y a la pesanteur, etc. Ce qu'aucun film de science-fiction n'avait réussi à créer. On avait vu La Guerre des Mondes au cinéma, on avait vu Things to Come, on avait vu Planète Interdite, mais aucun de ces films n'atteint l'extraordinaire sentiment de réalité que vous donne l'Odyssée de l'espace, et en même temps de rêve, mais aussi de réalité. Donc, chaque film qu'il a entrepris, c'était pour faire mieux. Et donc, il voulait faire un Napoléon qui soit... un Napoléon qui rende compte justement du génie militaire et de Napoléon. Et d'autre part, la deuxième chose qu'il voulait faire aussi, c'est que chez lui, l'image renvoie à l'idée. C'est-à-dire, il l'a dit d'ailleurs dans une interview, il disait, par exemple, Chaplin, le contenu est extraordinaire, mais formellement, il n'y a pas de création vraiment originale. Chaplin filme des histoires prodigieusement complexes et riches sur la nature humaine, mais du point de vue cinématographique, il a peut-être un peu tort, mais du point de vue cinématographique, pour lui, ça n'accomplissait pas les prodiges d'un Fritz Lang, d'un Murnau, d'un Eisenstein, etc. Et d'ailleurs, il disait, regardez, chez Eisenstein, c'est le contraire. C'est-à-dire, chez Eisenstein, la forme est extraordinaire, la forme est prodigieuse d'invention, le montage, le cadrage, etc. Mais le message est élémentaire et primaire. C'est le Cuirassé Potemkin, Alexandre Nevsky. C'est des films finalement extrêmement manichéens. Il y a les bons Russes, les méchants Asiates, ou les bons révolutionnaires, les méchants patrons. Mais il disait il n'y a pas de complexité, il n'y a pas voilà. Il disait si quelqu'un pouvait réunir le génie du contenu cher à Chaplin et le génie de la forme d'Eisenstein, il serait le meilleur cinéaste. Il n'avait jamais, évidemment, l'arrogance de dire « c'est ce que je voudrais atteindre », mais je pense que c'est ça. C'est-à-dire que chez Kubrick, l'image renvoie tout le temps à l'idée. Par exemple, dans l'Odyssée de l'espace, vous avez un plan d'un singe qui envoie un os dans l'espace, et le plan suivant, c'est un vaisseau spatial. L'os est transformé en vaisseau spatial. Donc il fait ici, par un montage visuel, une réflexion philosophique sur d'abord le fait que l'humanité a souvent progressé par des inventions liées à la guerre, c'est triste à dire mais c'est vrai, et que d'autre part, ça représente aussi le saut technologique, ça représente une évolution dans l'histoire de l'homme, etc. Donc faire naître à partir des images, une réflexion philosophique, une réflexion mentale, quelque chose de mental, c'est, je crois, le but de tous les films de Kubrick. D'où ce qui a beaucoup dérouté les critiques, parce que chaque film devait être une expérience nouvelle. Une fois que Kubrick avait fait le film de science-fiction qui a changé complètement la nature de la science-fiction, et on voit les films qui ont été faits après, beaucoup portent la marque de Kubrick, une fois qu'il avait fait ça, il n'avait aucune envie
de faire comme George Lucas, La Guerre des Étoiles 2, La Guerre des Étoiles 3, produire La Guerre des Étoiles prequel 1, puis tourner La Guerre des Étoiles prequel 2, et de passer toute sa vie à vendre des poupées de La Guerre des Étoiles, des livres de La Guerre des Étoiles, des suites de La Guerre des Étoiles, et il en est à 6, il prépare le 7e. Toute sa vie est consacrée à La Guerre des Étoiles. C'est exactement le contraire de Kubrick, qui est un grand artiste, et qui, lui, une fois qu'il avait fait 2001, n'avait plus envie de revenir à la science-fiction. Donc, il s'est lancé à chaque fois dans des entreprises différentes. Quand il a fait Shining, alors il y avait toujours un calcul, parce que Kubrick, c'était pas seulement, comme je l'ai dit, un savetier, c'était aussi un financier. Donc c'est pas du tout quelqu'un qui négligeait l'aspect commercial, sauf que son génie l'emportait sur ses calculs. Quand il a fait Shining, incontestablement, il a voulu, après le succès des films de Brian De Palma, comme Carrie, d'après Stephen King, il s'est dit, oh là, ce film a fait un tabac, etc. Moi, je vais faire un film d'horreur qui va être plus fort que tous les films d'horreur. Donc je vais faire Shining, mais je le ferai mieux. Je vais prendre Stephen King, je ne vais pas respecter son roman qui n'est pas terrible, mais qui n'est pas très bien écrit, mais qui est une matière extrêmement originale. Donc je vais faire Shining, mais ça sera le film de terreur qui a le plus fait peur dans l'histoire du cinéma. Donc il fait Shining, mais au fur et à mesure qu'il écrit le scénario de Shining, le film dévie, c'est-à-dire ça devient pas tellement, ça devient évidemment un film, ça reste un film d'horreur, mais ça reste surtout un film sur la création, un film sur l'isolement, peut-être une projection de ce que craignait Kubrick, c'est-à-dire ne plus avoir d'inspiration, ne plus arriver à écrire un scénario, de plus répéter tout le temps la même phrase. All word and no play makes Jack a dull boy. Tout travail sans loisir rend Jack triste cire. C'est-à-dire d'être comme Jack Nicholson, rivé à sa machine à écrire. Donc c'est peut-être dans cet immense hôtel qui ressemblait à la maison de Kubrick, qui était une sorte de château quasiment. Et c'est devenu un film sur la création artistique, c'est devenu un film sur la famille, c'est devenu un film sur l'Édipe, c'est devenu un film très profond sur les mythes. Et donc, le film a eu au début un succès énorme, bien sûr, parce que tout le monde est allé voir le film pour avoir des peurs, des frissons, etc., et pour voir Jack Nicholson. Mais finalement, le film n'a pas eu autant de succès qu'il le croyait, parce que le film était très angoissant, et n'était pas le film formaté qu'on pouvait croire, c'est-à-dire refaire encore une fois. Quand il a envie de faire un film sur l'Holocauste, il a adapté un roman, Wartime Lies, de Ed Begley, d'un seul coup j'ai un trou, enfin Begley, un écrivain américain, qui avait parlé de l'Holocauste, l'histoire d'un petit garçon qui s'évade d'un camp avec sa tante et qui traverse la Pologne. Et finalement, il a renoncé à ce film. Mais dans un livre de souvenirs de Frédéric Raphaël, qui a écrit le scénario de Eyes Wide Shut, à un moment, Frédéric Raphaël, Kubrick demande à Frédéric Raphaël, il pensait encore à l'Holocauste, il n'avait pas tourné, mais il y pensait encore, et il dit, mais est-ce qu'il y a eu un bon film sur l'Holocauste ? Et Frédéric Raphaël, un peu comme moi avec Napoléon, il a répondu, bah oui, bien sûr, la liste de Schindler. Et Kubrick lui dit, ah non, excusez-moi, la liste de Schindler, l'Holocauste, c'est 6 millions de juifs massacrés. La liste de Schindler, c'est 6 000 juifs sauvés. C'est un film avec un happy end. Spielberg a pu faire un film sur l'Holocauste qui se termine bien. Voilà. Et pour Kubrick, c'était impossible. C'est-à-dire que s'il faisait un film sur l'Holocauste, ça aurait été un film terrible qui nous aurait confrontés je ne sais pas comment il l'aurait fait, je ne sais pas ce qu'il aurait fait, mais certainement qu'il n'aurait pas remplacé les gaz par de l'eau, comme Steven Spielberg, quand on entre dans le crématoire, c'est de l'eau qui jaillit des murs et pas des gaz asphyxiants. Voilà. Donc Spielberg, en bon américain moyen et en homme d'ailleurs intelligent, talentueux, bon technicien, je ne veux pas dire du mal de Spielberg, mais Spielberg avait la mentalité de ses spectateurs, c'est-à-dire qu'il faisait des films qui correspondaient au goût de l'américain moyen, qui n'avait pas envie d'être révulsé par un film sur l'Holocauste. Donc il a fait un film sur l'Holocauste qui se termine bien. Et c'est pour ça que Spielberg avait 10 fois plus de spectateurs que Kubrick. Parce que Kubrick travaillait dans une sphère un peu déroutante, qui déroutait non seulement le public, mais qui déroutait aussi les critiques, puisque à chaque film de Kubrick, la critique devait se réadapter, puisque ce qu'il faisait était complètement différent de ce qu'il avait fait au film précédent. Ils ont vu Orange Mécanique, ils n'ont rien compris. Pourquoi Orange Mécanique après 2001 ? Quel rapport entre les deux ? Ensuite, après Orange Mécanique, il fait Barry Lyndon. Quel rapport entre Barry Lyndon et Orange Mécanique ? Donc il faut tout le temps refaire une nouvelle critique.
c'est reposant avec Éric Rohmer ou avec Robert Bresson, qui sont des très grands cinéastes, mais avec Rohmer, il fait un conte moral, le critique peut refaire à peu près la même critique, en parlant toujours du conte moral selon Rohmer, puis des six contes, des contes de 4 saisons, les 6 contes moraux. Bresson, on peut avoir une critique toute prête, en changeant les noms des acteurs, mais on peut avoir son discours entièrement préparé sur l'esthétique de Bresson. Avoir un discours préparé sur l'esthétique de Kubrick, c'est totalement impossible, parce que Kubrick, jamais ne donne ce qu'on attend de lui, et il oblige les critiques. Les spectateurs sont beaucoup plus, à mon avis, accueillants pour un film de Kubrick que les critiques. C'est les critiques qui ont toujours posé des problèmes à Kubrick, parce qu'à chaque fois que ces films sont sortis, par exemple l'Odyssée de l'espace a été massacré par la critique de New York, en Angleterre ça a été également très mal accueilli, c'est les jeunes spectateurs qui fumaient de la marijuana, qui allaient voir dans les drive-in de l'Odyssée de l'espace, à l'époque, en 68, 69, évidemment des Flower People, des campus, et tous les jeunes Américains allaient faire une fumette en regardant l'Odyssée de l'espace. Et le film a été sauvé par le public, c'est-à-dire c'est le public qui a fait un triomphe. Mais par exemple, la plus grande critique américaine, Pauline Kael, a écrit de 2001, c'est le film qui manque le plus, une absence totale d'imagination. Elle a écrit, c'est une absence totale d'imagination. Et la critique à Paris a été très divisée. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui ont défendu le film. Jean-Louis Bory l'a défendu, il y a eu des défenses du film. Mais il y a eu la moitié de la presse à Paris qui a attaqué le film. Barry Lyndon, en Amérique, ça a été un désastre. Et moi, je me rappelle, j'étais allé à Londres voir Barry Lyndon. Avec Claude Sautet, je devais présenter un film de Claude Sautet, la Vincent François Paul et les autres, je crois, qu'on devait présenter à l'Alliance, à l'Institut français. Et l'après-midi, on avait 3 heures de libre. On est allé voir Barry Lyndon dans une salle presque vide. Le film se jouait depuis 15 jours. Il n'y avait déjà plus personne dans la salle. Les critiques étaient complètement désastreuses. Et j'ai appelé Kubrick. Je suis allé au bureau de la Warner. J'ai demandé si on pouvait me le passer. Et je lui ai dit... Stanley, à l'époque je le connaissais mieux, j'avais fait déjà un entretien avec lui, et je lui ai dit, vous savez, c'est un film génial, je l'ai vu avec Claude Sautet, il m'a dit, ah bon, Claude Sautet l'a vu? Je lui ai dit oui, et Claude Sautet et moi, on est bouleversés, on trouve que c'était un des très très grands films, et j'étais assez imprudent, je lui ai dit, écoutez, je pense que ce film va être un triomphe en France, qui fera 1 million d'entrées. Et le film a fait 1 million d'entrées. C'est là qu'il a commencé à me prendre au sérieux. Jusque-là, j'étais un universitaire qui posait des questions un peu pédantes, enfin, qui lui causait des questions. Et là, je crois qu'il a commencé à s'intéresser parce que je parlais chiffres et je ne m'étais pas trompé. Donc, il commençait à avoir un peu confiance. Mais voilà, donc la critique a toujours été désorientée. Eyes Wide Shut, son dernier film, qui est sorti après sa mort, ça a dérouté complètement. Je me rappelle, je l'ai vu une 2e fois à Londres avec toute la critique européenne qui avait été invitée en avion à assister à la première projection de Eyes Wide Shut. C'était le désarroi. C'est-à-dire, les gens disaient, mais quel rapport, on a vu qu'est-ce qu'il a fait là, l'histoire d'un couple, c'est quoi cette orgie, etc. Les gens étaient absolument désemparés. Donc, je pense que Kubrick, ce qu'il voulait, c'était effectivement expérimenter. À chaque fois, faire quelque chose qui n'avait pas été fait. Dr. Folamour, c'est un film qui ressemble à aucun film. Full Metal Jacket est un traitement de la guerre qui est très différent de l'opéra de Coppola avec Apocalypse Now. Full Metal Jacket, c'est un film dépouillé, nu, jusqu'à l'os, où il n'y a aucune échappatoire. Il n'y a pas de la musique de Wagner, il n'y a pas la Valkyrie, il n'y a pas la séduction même esthétique. C'est-à-dire qu'il vous montre la guerre de façon tellement proche et tellement dure, tellement atroce, y compris l'entraînement des Marines au début, qu'il n'y a rien à se raccrocher. C'est-à-dire qu'il vous montre que la guerre est l'expérience la plus terrible qu'un être humain peut connaître. Ça commence avec l'éducation des Marines et ça se termine avec cette Vietnamienne qui décime des soldats américains entraînés pour balayer le Vietnam et qui finalement seront décimés par une jeune femme qui défend son territoire. Donc, je pense que chaque film de Kubrick oblige à regarder la réalité en face. Il n'y a pas chez Kubrick du tout de sentimentalisme. Il n'y a pas d'échappatoire. Il n'y a pas de fuite. Je pense qu'il était un fils de médecin. Et je pense que quand je dis qu'il aurait pu être un rabbin ou un alchimiste au Moyen-Âge, il aurait pu être aussi un médecin. Dans les familles juives, l'un devient médecin, l'autre prend les affaires, et le 3e devient avocat, et à la limite, le 4e sera professeur. Mais dans les familles juives, il y a cette idée, bien sûr, de continuer le négoce, mais aussi de s'élever dans des sphères intellectuelles. Et je pense que Kubrick
s'il n'avait pas été touché par le virus de la photographie à 16 ans, où il a commencé à faire des photos et à devenir un des plus grands photographes américains de son époque, comme photoreporter, je pense qu'il aurait été médecin, et je pense que ces films sont des films de médecins, c'est-à-dire, ou de psychanalystes. C'est-à-dire, je pense que ces films sont tous des... Comment dirais-je ? Il y a une expression en anglais que Joseph Conrad a utilisée pour ses romans comme Typhon, comme Le Nègre du Narcisse, comme Lord Jim, c'est-à-dire des cautionary tales, c'est-à-dire des contes en forme d'avertissement, des contes en forme d'avertissement, c'est-à-dire des récits qui vous disent « attention, attention ». Ce qui peut vous arriver si vous ne réfléchissez pas davantage à votre identité, si vous ne réfléchissez pas davantage au monde qui vous entoure. Et je pense qu'il a fait au cinéma ce que son père faisait en médecine, c'est-à-dire le diagnostic, voir si là, il y a les germes d'une maladie, si là, il y a un cœur qui flanche, si là... C'est-à-dire vraiment dire au spectateur, apprendre au spectateur, que le spectateur sorte de la salle, non pas avec des mensonges, mais avec... une vérité qu'il arrivera à assimiler et que qui lui montrera. Par exemple, dans Docteur Folamour, qu'est-ce que c'est Docteur Folamour? C'est nous montrer que l'être humain n'est pas différent de ce qu'il était il y a 3000 ans. Il n'y a aucun progrès de l'intelligence humaine. À l'époque de la Grèce antique, il y avait de très grands mathématiciens, il y avait de très grands philosophes. Donc l'être humain était... totalement maître de sa pensée, etc. La différence, c'est qu'il y a 2500 ans, l'être humain avait à sa disposition une fronde ou bien un sabre, et donc les limites étaient, s'il perdait la raison et qu'il se mettait à se jeter sur quelqu'un et à lui enfoncer son sabre dans le corps, bon d'accord, il tuait une personne. Mais aujourd'hui, l'être humain n'est pas plus intelligent qu'il y a 2500 ans, sauf qu'il a par son intelligence, la part intelligente de l'homme, parce que Kubrick ne nie pas que l'homme est très intelligent, que l'homme est capable de découvrir des sérums, que l'homme est capable de construire des avions. Donc il ne nie pas la brillance de l'être humain, mais à côté de l'être humain brillant, il y a l'être humain animal. Or, l'animal est le même depuis 2500 ans. Et que si la part animale de l'homme se réveille, après 2500 ans, après la Grèce antique, aujourd'hui, elle a à sa disposition l'arme nucléaire. Et quand vous avez l'arme nucléaire à votre disposition, ce n'est pas la même chose que quand vous avez à votre disposition une fronde ou une épée. C'est-à-dire ça peut détruire la planète. Et Folamour, c'est ça. C'est-à-dire Folamour, c'est une satire, évidemment, swiftienne, une satire bien sûr comme les voyages de Gulliver. C'est une satire swiftienne, mais qui nous dit quoi? Qui nous dit, regardez, ce sont les maîtres du monde, et ils en sont à parler comme des enfants qui babillent, où le président des États-Unis parle au président de l'URSS avec un langage quasiment enfantin. Voilà, ils prononcent quelques gloussements, ils plaisantent, alors que l'humanité est en train de se détruire. Voilà, je pense que c'est ça. Et tous les films de Kubrick, c'est la même chose. C'est-à-dire, ce sont par exemple, 2001, c'est une réflexion, entre autres, sur Frankenstein, c'est-à-dire l'être humain a construit un ordinateur, HAL 9000, et ce HAL, cet ordinateur, se révolte. Et finalement devient paranoïaque, et finalement c'est l'histoire de Frankenstein, du docteur Frankenstein, c'est la créature qui se rebelle, mais à l'époque moderne, c'est-à-dire aujourd'hui, l'homme peut développer une technologie extraordinaire, mais en même temps, cette technologie, il n'est pas capable de la maîtriser, et elle peut se terminer en tragédie. Bon, 2001 dit autre chose, puisque par ailleurs, c'est une fable, et ça parle aussi de résurrection, ça parle du surhomme et de l'homme qui se transforme, et bien sûr, et qui réapparaît dans une chambre Louis XVI. Mais fondamentalement, c'est une réflexion sur la technique, comme peut-être on n'en a pas vu au cinéma d'aussi profonde. Voilà. Et je pense que cette division de l'être humain entre l'animalité et la rationalité, c'est au cœur de tous les films de Kubrick. Tous les films de Kubrick, ou presque tous les films de Kubrick, racontent la même histoire, c'est-à-dire, et que lui-même a répété dans sa propre vie. C'est-à-dire, prenons son premier vrai film personnel, L'Ultime Razzia, The Killing. C'est quoi? C'est un hold-up sur un champ de course avec 5 personnes où on reprend à chaque fois au début le parcours de chacun des 5 acolytes qui vont faire ce hold-up.
Et on raconte l'histoire du hold-up et on raconte l'itinéraire qui conduit au hold-up. Et puis on découvre que dans cet itinéraire, l'un de ces 5 personnes qui se sent un peu, qui sait qu'il est trompé par sa femme, qui a des doutes sur sa virilité, qui veut s'affirmer, qui veut jouer les gros bras, raconte à sa femme qu'ils vont faire un hold-up. Évidemment, sa femme est la maîtresse d'un autre gangster, et donc ce gangster et sa troupe vont venir tuer les gens une fois qu'ils ont ramassé l'argent sur le champ de course. Bon, donc ça échoue. Ça échoue pourquoi? Par l'intrusion de l'irrationnel dans la rationalité de ce hold-up. Tout dans ce hold-up était admirablement agencé, tout était formidable au millimètre près, ils avaient réussi leur coup. Sauf qu'il y avait quelqu'un en qui la passion amoureuse, la frustration amoureuse fait qu'il raconte quelque chose qu'il n'aurait jamais dû raconter. Et tout s'écroule. Et tous les films de Kubrick, c'est ça. Si vous avez l'Odyssée de l'espace, c'est la même chose. C'est un grain de sable. Si vous avez Dr. Folamour, on tombe, évidemment, il y a l'arme atomique, mais on tombe sur un général complètement anticommuniste, hystérique, qui croit que ses fluides vitaux sont atteints par de l'eau qui est polluée par les communistes, etc., et qui décide de fermer tous les systèmes de sécurité et d'envoyer des avions sur la Russie pour lancer une bombe, sans même que les autres puissent communiquer davantage. Bon, c'est toujours le mécanisme qui est grippé. Le mécanisme est grippé. On le retrouve aussi dans Barry Lyndon, mais ça j'en parlerai tout à l'heure. On le retrouve dans presque tous ses films. Regardez dans le dernier, Eyes Wide Shut, c'est simplement une femme qui distille le doute parce qu'elle a vu son mari folâtrer avec deux filles dans un cocktail, dans une réception, et elle lui raconte qu'elle a rêvé d'un homme qui la séduisait, etc. Et donc, il se met dans une sorte de poursuite dans la nuit, il se retrouve dans une orgie, voilà. Et finalement, cet homme est complètement conduit par l'irrationalité de son comportement par rapport à ce couple qui se détruit petit à petit, progressivement, par une mésentente qui est fondée sur une part de subjectivité. Donc c'est toujours le conflit chez Kubrick entre la rationalité et l'irrationalité et l'animal, la part animale. En ce sens, c'est un freudien, c'est-à-dire que toute la pensée de Kubrick, à mon avis, vient de Freud. Elle vient de Freud, aussi bien évidemment dans les thèmes de Shining, sur l'Édipe, etc., mais sur même ce grand livre de Freud qui est Malaise dans la civilisation, où Freud, dans Malaise dans la civilisation, montre qu'au niveau de la civilisation, il se passe la même chose qu'au niveau individuel. C'est-à-dire la civilisation a une propension au suicide, elle a une propension à se détruire, et donc il annonce quasiment l'atome, il annonce les menaces de l'atome, et il annonce aussi Hitler, qu'il a vu déjà à l'œuvre, bien sûr, à Vienne. Mais je crois que c'était une réflexion. Et pour Kubrick, il a toujours été marqué, en tant que juif, évidemment, c'est une vision très pessimiste, comme Kafka, comme d'autres grands artistes qui ont subi les violences, qui ont subi les pogroms. Donc, pas lui personnellement, mais je crois que c'est quelqu'un qui est hypersensible au grand traumatisme historique, la guerre de 14, évidemment la guerre de 14 dans Les Sentiers de la Gloire, la guerre du Vietnam, la guerre atomique, possible, tous ces grands traumatismes qui sont des choses pour lui qui reflètent des failles dans l'histoire de l'humanité et qui traduisent aussi cette fêlure qu'il trouve également dans l'individu. Mais il a été, je crois, freudien, là aussi, un autre médecin, comme son père, d'une autre façon. Et je pense que cet aspect-là est fondamental pour comprendre le travail de Kubrick. Je voulais terminer sur autre chose, mais alors j'ai peut-être d'un seul coup j'ai une hésitation sur ce dont je voulais vous entretenir. Oui, il y a autre chose qui me frappe chez Kubrick, si vous voulez, c'est que on dit souvent que son cinéma est froid, que son cinéma est cérébral, qu'il n'y a pas d'émotion. Et je pense que c'est absolument faux. Alors évidemment, il n'y a pas une émotion dégoulinante, il n'y a pas de sentimentalisme. Kubrick ne fait pas jouer les violons. Mais je pense que c'est une émotion distillée. Et c'est une émotion justement qui fait que ces films durent, que 30 ans, 40 ans après, ils gardent leur même force d'expression, parce que c'est une émotion réelle, profonde, mais tenue à distance. Et la meilleure preuve, c'est que les films de Kubrick sont toujours du côté des gens qui souffrent. Toujours.
Kubrick est jamais du côté du bourreau. Il est toujours du côté de la victime. On n'y réfléchit peut-être pas assez, mais il a même été jusqu'à trouver de la pitié pour un ordinateur. C'est-à-dire que dans 2001, l'Odyssée de l'espace, le personnage le plus bouleversant, c'est celui qui ne devrait pas l'être, qui est une machine. Cette machine est décérébrée. On lui enlève petit à petit toutes ses fonctions vitales, et il finit par chanter une chanson. Et petit à petit, la voix se brouille et on n'entend plus les mots de la chanson. Et c'est bouleversant, parce que l'ordinateur est en train d'être justement déconnecté, et que ça, c'est bouleversant. Mais regardez tous les autres films. Les Sentiers de la Gloire, c'est c'est 3 hommes qui vont être fusillés pour l'exemple, alors qu'ils ont refusé. Et c'est atroce, la dernière scène des Sentiers de la Gloire. Les gens qui savent qu'ils vont mourir, qu'on met un bandeau sur les yeux. Regardez Lolita. Lolita, il est du côté de James Mason, qui est amoureux fou de cette jeune femme, de cette nymphette, et qui va devenir dingue au point d'être interné dans un hôpital. Regardez Orange Mécanique même. Dans Orange Mécanique, bon, Dr Flamour, c'est une farce, il n'y a pas de victime, mais il y a l'humanité qui est victime. Mais dans Orange Mécanique, dans la première partie d'Orange Mécanique, on est du côté des victimes d'Alex, le clochard, l'écrivain, tous les gens qu'il viole, la femme qu'il viole, etc. Donc il est du côté des victimes. On trouve ces crimes commis par Alex absolument horribles. La deuxième partie, c'est le contraire. C'est Alex qui devient la victime, et à ce moment-là, on a pitié pour Alex, qu'on torture avec de la musique de Beethoven, à qui on écarquille les yeux, qu'on sadise, etc. Ensuite, dans Barry Lyndon, il est du côté de Lady Lyndon, il est du côté de cette femme qui est trompée par son mari, qui est bafouée, qui reçoit la fumée du cigare dans le carrosse qu'il a conduit avec son mari. Elle vient de se marier, il la traite, ensuite il l'ignore, il la laisse avec ses dames de compagnie. C'est elle la victime du film. Dans Shining, on est très ému par même Jack Nicholson qui veut tuer son enfant, qui veut tuer sa femme. C'est tout de même un monstre. Et pourtant, quand il est figé dans la glace à la fin du film, on est ému de le voir pétrifié et mort. Même comme dans la tragédie grecque, on est du côté, il y a une catharsis, on est du côté de cet homme, parce que la mort d'un homme, c'est tout de même quelque chose de terrible. Et ensuite, dans Full Metal Jacket, on est du côté du garçon obèse, qui se fait chahuter par ses camarades dans son lit de chambrée. Ils viennent avec des pelochons pour lui tabasser, et ensuite son instructeur l'insulte, etc. Il finit par tuer son instructeur et devient fou, il se suicide lui-même. Kubrick est du côté du personnage joué par D'Onofrio. Et dans Eyes Wide Shut, il est du côté, bien sûr, de Nicole Kidman. Il est du côté de la femme. C'est un film qu'il a fait à la fin de sa vie. Son épouse me disait que finalement, heureusement, il ne l'a pas fait 20 ans plus tôt, il voulait le faire 25 ans plus tôt. Il n'arrivait pas à trouver le scénario qui lui convenait, parce qu'il avait une maturité où, à 65 ans, il a entrepris un film sur le couple. Lui qui était certainement très père de famille et très fidèle. Je ne vois pas Kubrick menant plusieurs activités extra-conjugales. Mais dans ce film, c'est elle qui est le personnage intelligent, qui comprend les choses, qui a une lucidité que n'a pas du tout Tom Cruise, et ça correspond d'ailleurs à ce qui se passait dans le couple, qui d'ailleurs peu après va se séparer. Il a pris un couple en fêlure pour montrer justement que Nicole Kidman est trop intelligente pour rester très longtemps avec Tom Cruise, et dans le film, c'est exactement ce qui se passe. Elle le comprend, elle sait comment, elle est même très maligne, et comment elle excite sa jalousie, etc. Bon. Et finalement, lui est un benet. Voilà. Donc je pense que c'est ça qui est important. Bon, il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est dans mon livre, et merci beaucoup de votre attention.